La mesure de plus en plus précise du temps est à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques. Elle permet d'observer et de quantifier des phénomènes jusque-là invisibles. Les techniques de ralentissement d'atomes associées à l'absence de pesanteur dans l'espace rendent possible la création d'une horloge atomique de haute stabilité et de grande exactitude. Son nom, Farao. Farao, c'est une horloge que vous voyez ici en plusieurs morceaux, donc un tube qui est ce tube bleu, et puis un ensemble de lasers pour manipuler les atomes dans ce tube. Alors à l'intérieur se trouvent des atomes de césium qui sont refroidis à des températures de l'ordre du microdegré Kelvin par des méthodes de refroidissement. L'objectif, c'est de recopier la stabilité intrinsèque de la différence des niveaux d'énergie dans un atome, de recopier ça sur un oscillateur à quartz comme celui que vous avez dans vos montres, et on force l'oscillateur à quartz à être asservi sur la différence de niveau d'énergie de l'atome. En l'occurrence, c'est l'atome de césium qui sert à la définition de la seconde. Ce sont les théories de Claude Cohen-Tanuji sur le refroidissement des atomes qui sont à l'origine d'une nouvelle génération d'horloges à atomes froids. Les méthodes de refroidissement des atomes utilisent ce qu'on appelle les échanges de quantité de mouvement entre matière et lumière. Je crois que tout le monde a vu un canon tirer un obus. Quand le canon tire un obus, il recule dans la direction opposée. De même, quand un objet reçoit un projectile, il recule dans la direction du projectile qui le frappe. De la même manière, un atome qui émet un photon, c'est-à-dire un grain d'énergie lumineuse, recule dans la direction opposée. On comprend ainsi comment, en faisant absorber de la lumière ou émettre de la lumière à des atomes, on peut modifier leur vitesse. C'est en refroidissant des atomes par des rayons laser à 1 millionième de degré au-dessus du zéro absolu qu'on arrive à ce résultat. Le fait d'avoir des atomes de vitesse très faible entraîne que leur comportement ondulatoire devient plus facile à mettre en évidence. Et donc, dans une fontaine atomique ou dans une horloge en microgravité, on vient asservir l'oscillateur d'interrogation, un oscillateur local, le quartz dont je parlais tout à l'heure, on vient l'asservir au sommet de cette résonance. Et plus le temps d'observation est important, plus cette résonance est fixe et fine. C'est comme, si vous voulez, le sommet d'une montagne, c'est bien plus facile de pointer le sommet d'une montagne pointue qu'un sommet d'une montagne très arrondie. Et c'est pour ça que les longs temps d'observation donnent des résonances très fines. L'intérêt de la microgravité, là, à nouveau, c'est de faire des résonances qu'on espère pouvoir faire 10 fois plus fines que dans une fontaine atomique au sol. En effet, dans l'espace, en l'absence de gravité, les atomes ne tombent pas et gardent une vitesse initiale faible qui a été réduite par les rayons laser. La présence d'une horloge ultra précise dans l'espace ouvre d'autres possibilités. Un aspect très intéressant de cette horloge dans l'espace, qui va tourner autour de la Terre à bord de la Station spatiale internationale, c'est tout simplement que n'importe quel utilisateur qui sera dans le champ de vision de la Station spatiale pourra communiquer avec cette échelle de temps ultra stable qui défilera au-dessus de sa tête pendant 300 secondes, 4 ou 5 fois par jour. Et donc ça donnera la possibilité de faire des comparaisons entre des horloges à la surface de la Terre, des horloges distantes de 30 000 km, si vous voulez, via une horloge de transfert, si vous voulez, de très haute précision. Donc ça permettra de synchroniser un ensemble d'horloges au niveau de la surface du globe avec une excellente précision, bien meilleure que ce qui se fait actuellement par un système qui est dérivé du système GPS. Toutes les fois qu'en physique on gagne 2 ou 3 ordres de grandeur dans une direction donnée, dans une précision donnée, il y a toute une série de phénomènes nouveaux qu'on peut espérer observer, toute une série de vérifications nouvelles qu'on peut effectuer. Et en général, il y a des surprises, il y a des phénomènes inattendus qui apparaissent. Et c'est comme ça que la science progresse. Elle progresse constamment parce qu'on peut aller plus loin, on peut observer plus loin avec une précision plus élevée, plus importante, et on peut regarder les phénomènes beaucoup plus en détail. En général, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a des anomalies qui ne sont pas compréhensibles à partir des théories qui existent, et à ce moment-là, on est stimulé pour aller plus loin, pour comprendre, pour essayer de comprendre.